Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission dominicale Sous l'arbre à palabres de Radio Campus sur le 92.1 FM. En cette période de confinement, nous préparons toujours votre émission à partir de chez nous. Nous allons écouter successivement Aliou dans le quart d'heure académique, suivi de Ned et Aliou pour le 7 jours en Afrique, avec Yves Ledonou à la rédaction. Nous écouterons ensuite Fontaine, comme d'habitude pour l'Africa Sport. Comme vous le savez, toutes les manifestations culturelles sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Nous n'aurons donc pas d'agenda, mais Serge et moi, Média, nous vous avons préparé une petite sélection musicale qui sera ensuite suivie de Sounds of Africa où Fontaine nous parlera de Manu Dibango, saxophoniste camerounais qui nous a quittés ce 24 mars 2020 des suites du Covid-19. Accrochez-vous, c'est parti en musique avec Boom 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 de Harry Song, suivi de Yetekana de King Alasco. C'est parti! Africa. Venez, venez, unissons-nous, Africa. Venez, servons et défendons Africa. Vous êtes sur Radio Campus, la radio de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans cette émission de Sous l'arbre à palabres. Nous sommes à l'heure évidemment du quart d'heure, le quart d'heure académique comme tous les dimanches. Depuis plus de 20 ans, nous vous proposons des proverbes et des éphémérides issus évidemment du continent africain et de sa diaspora. Nous allons tout de suite vers le proverbe du jour. L'argent est bien, mais l'homme est mieux, parce qu'il répond quand on l'appelle. L'argent est bien, mais l'homme est mieux parce qu'il répond quand on l'appelle. Los transparentes celajes sobre los bellos paisajes que forma el monte oriental. Laboriosas van grabando su destino, pobrecito campesino de nuestra Cuba gloriosa. L'argent est donc bien, mais l'homme est meilleur parce qu'il répond quand on l'appelle. Souvent, quand on dit que l'Afrique est riche, on fait référence à son sous-sol ou à son sol. Les diamants, l'or, le coltan, le cobalt, les terres fertiles pour l'agriculture et l'élevage. Tout cela représente évidemment une richesse immense. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres richesses encore plus grandes que tout cela. Les hommes, les femmes, les enfants qui vivent sur ce continent, les cultures, les savoir-faire, les philosophies, le sens humain magnifique et incroyable qu'ils ont
réussit à se transmettre de génération en génération. Apprenons à ne pas oublier la valeur essentielle qui permet la richesse, la vraie, celle qui met l'être humain dans le respect de la nature qui l'entoure et surtout dans le respect de l'équilibre avec celle-ci. Nous continuons maintenant avec quelques éphémérides. Nous commençons cette semaine d'éphémérides avec le 5 mai. 5 mai 1936. 5 mai 1936. D'aucuns se rappellent de l'occupation par l'Italie de l'Éthiopie. Finalement, après plus de 40 ans, passé la défaite d'Adwa le 2 mars 1896, l'armée italienne réussit finalement à occuper ce territoire d'Afrique de l'Est, l'Éthiopie donc, qui était jusqu'ici indépendante et qui n'avait jamais été colonisée par les Européens et qui donc subit par rapport après donc le 5 mai 1936 jusque le 5 mai 1941 la colonisation italienne. C'est à nuancer évidemment puisque c'est pas beaucoup de territoire qui est occupé par cette Italie dans l'Éthiopie, c'est plutôt 10% de ce territoire. Durant cette période, l'Italie fasciste, à la suite de sa victoire lors de la seconde guerre italo-éthiopienne, occupe donc partiellement l'empire éthiopien. Cette occupation sera marquée par la violence de l'occupant et par l'échec de la politique de colonisation. Ainsi, bien qu'incorporée par Benito Mussolini à l'Afrique orientale italienne, l'Abyssinie fut juridiquement un territoire occupé ayant maintenu son indépendance. L'occupation fut également marquée par le rôle essentiel joué par les résistances éthiopiennes afin d'empêcher la mise en œuvre des politiques coloniales. L'occupation effective de l'Éthiopie par l'Italie et le contrôle militaire du territoire en 1940 ne concernent qu'environ 10%, comme je l'ai dit tout à l'heure. La colonisation italienne s'étendant entre 1935 et 1941 étant trop courte pour étendre complètement l'influence du colonisateur italien et aussi les résistances très fortes des Éthiopiens ont empêché durant ces 5 et plus années d'occuper la totalité du territoire éthiopien. Donc, de facto, de nombreuses régions de ce pays occupé ignorent la présence militaire de l'envahisseur italien. Cependant, les routes principales et les grandes régions économiques sont occupées, dont la voie ferrée Addis Abeba-Djibouti. L'armée italienne occupa donc effectivement environ 120 000 km² de territoire éthiopien, une superficie qui correspondait alors tout de même à un tiers de la superficie de l'Italie d'alors. Nous continuons avec le 6 mai 1931. Inauguration de l'exposition coloniale de Paris par Paul Reynaud dans le bois de Vincennes. Paul Reynaud, à l'époque, ministre des colonies en France. Les expositions coloniales, Paris n'en est pas à sa première. La première a été en 1900. Elle a accueilli beaucoup de monde, des millions, et elle a eu beaucoup de succès. Ce qui faisait principalement le succès de ces expositions coloniales a été évidemment les eaux humains. Quand on amenait les Noirs, ou plutôt les nègres comme on les appelait à l'époque, et qu'on les stockait dans des villages dits africains pour représenter l'image qu'on voulait créer de la colonie auprès du public européen en général. Ces expositions, on en a vu un peu partout en Europe, à Bruxelles ici.
On en a vu quelques-unes. L'une des plus célèbres reste évidemment celle de 1897 à Tervuren, ou 267 ou 269 selon les sources. Congolais, africains du Congo ont été stockés comme des bêtes sauvages pour le bon plaisir des yeux des Belges à l'époque. Évidemment, ces expositions coloniales n'ont d'autre but que la propagande coloniale qui, comme vous le savez certainement, a des conséquences jusqu'au jour d'aujourd'hui dans notre société en termes notamment de racisme et spécifiquement de négrophobie. Ces éphémérides continuons avec le 7 mai 1999 en Guinée-Bissau. Le président Raul Bernardo Vieira est renversé par un coup d'état militaire, celui qui avait été surnommé Nino Vieira, puisqu'il a été un militant et un combattant du PAIGC, le parti africain de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, dirigé, comme vous le savez, par le très grand Amilcar Cabral. Vieira a été assassiné en 2009 parce qu'il a subi un deuxième coup d'État après le premier coup d'État, donc 10 ans auparavant, en 1999. En 2009, il subit un deuxième coup d'État. Je précise évidemment qu'il est revenu au pouvoir en 2005 et qu'il a brigué son mandat jusqu'en 2009, jusqu'au coup d'État donc où il a été assassiné. Nous allons maintenant vers le 9 mai 1994, d'aucuns se rappellent le 9 mai 1994, l'élection de Mandela à la présidence de la République d'Afrique du Sud, celui qui a été surnommé par sa professeure à l'école primaire parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer son vrai nom africain. Elle a surnommé donc Nelson Mandela alors qu'il s'appelait Rolihlahla Mandela. Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est Madiba. Il est né le 18 juillet 1918 à Mzezo, province du Cap, et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Est un homme d'État sud-africain, évidemment. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Nelson Mandela entre au Congrès national africain en 1934 afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale imposée par celle-ci. Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions souvent difficiles et après avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché finalement le 11 février 1990. S'inspirant alors de la pensée Ubuntu dans laquelle il a été élevé, il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric de Klerk en 1993. Il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud. C'est donc en 1994, le 9 mai précisément, qu'il a été élu donc président de la République. En Belgique et dans l'espace public belge en particulier, nous avons des références évidemment à l'apartheid. La colonisation belge elle-même est un système d'apartheid en soi. Nous avons à Bruxelles, dans les communes d'Anderlecht, dans les communes d'Etterbeek et aussi dans la commune de Dorgem, des références à l'Afrique du Sud et spécifiquement à l'apartheid en Afrique du Sud, puisque nous avons à Anderlecht une rue des Bourgs, nous avons à Etterbeek, à Anderlecht nous avons une avenue du Transvaal, à Etterbeek nous avons une rue des Bourgs et à Ouderghem nous avons carrément un quartier du nom de quartier de Transvaal, quartier qui ne porte officiellement pas ce nom évidemment, mais que les habitants appellent couramment le quartier du Transvaal. Évidemment, c'est en référence à l'Afrique du Sud quand elle était raciste, elle est toujours encore d'une certaine façon aujourd'hui, mais évidemment l'objectif c'est d'aller vers d'autres sociétés que celles que nous avons connues jusque-là, se battre contre le racisme. Dans le journal tout à l'heure, vous apprendrez évidemment que Achille Mbembe aussi est accusé aujourd'hui d'antisémitisme. Nous en reparlerons tout de suite
dans le 7 jours en Afrique et dans sa diaspora. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres éphémérides et d'autres proverbes, évidemment, pour le bon plaisir de vos oreilles. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Applaudissons évidemment les soignants et les soignantes à 20h. Et d'ici là, bon, salut à vous. Voilà, je vous laisse en musique avec cette belle musique cubaine. Con sabor.